Si vous voulez aller plus loin dans l'expérience Métamorphose, alors je vous invite à rejoindre la tribu Métamorphose qui ne cesse de grandir depuis son lancement. Et en vous abonnant à la tribu, vous accéderez à de nombreux rendez-vous et contenus exclusifs. Vous pourrez ainsi rencontrer en direct certains de nos invités, échanger tous les mois autour des épisodes du podcast ou découvrir les coulisses de Métamorphose. Et en plus, votre abonnement contribuera à notre indépendance. Alors pour rejoindre la tribu, rendez-vous dès maintenant à l'adresse patreon.com/métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Comment apprendre à stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie avec une acupuncture pour tous? Voilà l'ambition de mon invité, docteur en médecine et responsable du diplôme universitaire d'acupuncture scientifique à l'université Paris-Saclay et membre de l'American Academy of Medical Acupuncture. Elle nous aide à traverser les moments difficiles de la vie et surmonter les périodes de crise. Je suis ravie évidemment d'accueillir le docteur Nadia Wolf dans Métamorphose. Bonjour docteur. Bonjour Anne. Alors vous êtes l'auteur de ce livre chez Guitry et Daniel qui s'appelle Guide de survie en temps incertain. Alors ça tombe bien, pour stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie. Et vous avez une longue expérience de l'acupuncture. Vous avez soigné, vous êtes connu parce que vous soignez aussi de nombreuses personnalités, etc. Comment est-ce que vous avez rencontré l'acupuncture, cette médecine chinoise qui est vieille de plus de 4000 ans, c'est ça ? Oui, plus de 5000 ans et peut-être encore plus. Ouais. Je pense que quand Dieu a mis au monde un être humain, il a mis aussi les modes d'emploi avec les points d'acupuncture où il faut appuyer en cas de besoin. Donc je pense que l'acupuncture existe depuis l'existence de l'être humain. Et d'ailleurs, encore chez les Néandertals, les archéologues ont trouvé les tatouages dans les points d'acupuncture. Et dans les pyramides des pharaons égyptiens, on trouve plein de tableaux avec la localisation des points les plus importants. D'ailleurs, Hippocrate, le père de la médecine, aussi parlait des points vitaux qu'il utilisait largement dans sa pratique. Donc, c'est une médecine ancestrale qui date depuis la naissance de l'homme. Mais bien sûr, c'est les traditions chinoises et la science chinoise qui a permis l'organisation de ces connaissances dans les livres qui sont arrivés à nos jours. Mon histoire personnelle était toujours basée sur l'expérience. Et parfois, les moments les plus difficiles de la vie s'avèrent les plus enrichissants. J'avais 13 ans. Et comme toutes les filles du monde, j'étais admirative et amoureuse de mon père, qui était une très grande scientifique russe. Il était chimiste, c'est lui qui a fondé la chimie des polymères en Russie, donc il était très connu. Et bien sûr, à la maison, nous avons eu beaucoup de médecins qui discutaient la science. Et moi, j'étais complètement subjuguée de leur conversation scientifique. Et puis, j'avais 13 ans, donc c'était le jour de Noël, dans notre maison de campagne où il faisait très froid, -30, mon père a attrapé une bronchite. Et notre maison de campagne était très loin de Saint-Pétersbourg. Il n'avait pas de médecin à côté, il avait juste quelques bases militaires. Et alors, un médecin militaire est venu soigner mon père, il lui prescrit un médicament très toxique, un antibiotique qui était à l'étape d'approbation. Et mon père a développé une crise d'asthme terrible. C'est ce qu'on appelle maintenant dans la médecine status asthmaticus. Ça veut dire la crise d'asthme qui ne s'arrête jamais malgré tous les traitements. Bien sûr, on est rentré à Saint-Pétersbourg, à la maison tout de suite, et tous les amis de mon père, les médecins, les professeurs de médecins, sont venus à notre secours, mais personne ne pouvait rien faire. Mon père, littéralement, s'étouffait pendant 2 jours et 1 nuit. Et même maintenant, je me souviens de cet état de peur et terrible de le perdre, puisque finalement, on n'y voyait pas le bout du chemin. Et alors, un jour, quand le désespoir était
nous envahissait terriblement. Il y a le médecin, un chef de service de chirurgie, donc un professeur de médecine qui est un ami de mon père, est venu chez nous avec une dame étrangement calme. Il a présenté en tant que médecin acupuncteur, Maria, et il dit qu'il va lui faire l'acupuncture. Ma mère était le professeur de médecine universitaire. Donc, l'acupuncture, elle ne croyait pas du tout. Mon père était plus que cartésien. Je crois que même Descartes n'était pas cartésien à son égard. tellement il avait besoin des preuves scientifiques. Ça veut dire que depuis tout mon jeune âge, même un mot qui n'était pas prouvé était tout de suite réprimé. Je devais, dès le petit âge, apprendre à parler que de quelque chose qui était prouvé, connu et admis dans le monde scientifique. Donc, personne ne croyait à l'acupuncture dans notre maison. Et en plus, moi, j'imaginais tout de suite les énormes aiguilles de perfusion que cette dame elle va mettre dans le corps de mon pauvre papa avec terrible douleur. Donc, j'étais complètement contre, bien sûr, qu'elle touche mon père. Mais le professeur de médecine, qui était un ami de mon père, il nous a dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Finalement, on a tout essayé, on aurait tout essayé. Essayez l'acupuncture, on n'aura rien à perdre. Et c'est cette raison qui nous a convaincus. Ma mère, elle a dit, ok, c'est vrai, au désespoir de cause, on est prêt d'essayer absolument tout, même l'acupuncture. Et puis cette femme, elle était étrangement calme. Elle a observé mon père des pieds à la tête, regardé ses oreilles, pris ses pouls. Et puis, il a donné son avis qui était complètement différent des autres. Il a dit que le problème n'est pas dans les poumons, que c'est une conséquence, il n'est pas une cause. Que le problème vient de la fragilité du foie. Que mon père a contracté le paludisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était vrai. Et c'est ce paludisme a affaibli le foie. Donc, quand on l'avait prescrit un antibiotique toxique, le foie n'a pas pu le détoxiquer. Et c'est ça ce qui a provoqué la crise d'asthme. Donc, elle a dit qu'au lieu de nous concentrer sur les poumons et les bronches, il faut soigner le foie. Alors, elle est sortie des fines aiguilles, si fines que c'était comme mes cheveux. Et sans aucune douleur, avec beaucoup de douceur, elle les glissait dans les poings de mon père, sans qu'il fasse aucune grimace de douleur. Et puis, j'ai pu entendre les respirations de mon père se calmer. En fait, quand il y a une crise d'asthme, les bronches sont complètement comprimées. Donc, le corps essaie de propulser avec toute sa force l'air à travers ces tuyaux sténosés. Et on entend les sifflements à chaque souffle. Et là, j'ai pu entendre le souffle de mon père redevenir calme et silencieux. Pour la première fois, depuis 2 jours et 2 jours, il s'est endormi. Alors, cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai resté derrière sa porte en pyjama et j'ai écouté sa respiration. Et je me suis promis que plus jamais, je ne revivrai jamais plus cette sensation d'impuissance terrible de ne pas pouvoir l'aider quand il souffre. Alors, le lendemain, Maria, c'est comme ça que s'appelait cette médecin acupuncteur, elle devait venir à 9h du matin, donc je l'ai guidée devant la porte et dès qu'elle est arrivée, je l'ai tout de suite demandé de m'enseigner l'acupuncture, juste pour pouvoir soulager mon père. Et elle m'a regardée très sérieusement, très attentivement, sans aucun sourire, comme si elle avait compris que ma décision était ferme. Et elle m'a dit, mais tu sais, petite fille, tu es trop jeune pour apprendre l'acupuncture. Il faut que tu ailles à la fac de médecine, il faut que tu deviennes médecin, parce que c'est que le médecin qui peut faire l'acupuncture. Alors, je lui avais répondu, ok, pas de souci, dans quelques années, je vais passer mon bac, je vais passer le concours, je vais rentrer à la fac de médecine, je vais devenir médecin, bien sûr, mais apprenez-moi dès maintenant, parce que j'ai peur que si vous ne serez pas là, et mon père, il fera la même crise d'asthme, je ne pourrai pas le soulager, et ça, je ne survivrai pas. Pour moi, ce sera trop insupportable. Alors, elle me dit, ok. Et j'ai commencé mon apprentissage avec Maria. Je venais chez elle tous les jours. Elle commençait à 6h du matin. Donc, à 5h, je prenais le premier tramway qui m'amenait à travers tout le Saint-Pétersbourg dans l'hôpital où elle travaillait. Elle travaillait dans le sous-sol. Et moi, je l'aidais autant que je peux.
j'ai installé les patients, je nettoyais les aiguilles après les patients, puisqu'à l'époque, les aiguilles n'étaient pas jetables. Donc, il fallait les stériliser, il fallait les nettoyer. Puis, j'ai rentré en courant vers 9h du matin pour le cours à l'école. Et dès que l'école était finie, heureusement qu'en Russie, l'école était finie à 15h, j'étais de nouveau chez elle. Je passais tous les week-ends, toutes les vacances. Et oui, c'était devenu presque une forme de passion, parce qu'après, donc, vous faites vos études de médecine, et puis à ce moment-là, vous arrivez en France à quel moment alors, docteur Wolf ? J'arrive en France quand je suis déjà professeure de médecine. Et quand j'ai fondé déjà l'enseignement d'acupuncture à la faculté de médecine pour les étudiants de médecine de 6e année de médecine. Et en même temps, j'ai fait les recherches scientifiques, je suis docteur en sciences, parce que mon but, c'était d'introduire l'acupuncture dans le monde scientifique. Je me disais que pourquoi les gens n'y croient pas à l'acupuncture ? Parce qu'ils ne sont jamais essayés, mais parce qu'aussi ils ne savent pas les mécanismes de son action. Pourquoi on croit que l'aspigique marche ? Parce qu'on sait comment elle marche. Alors, pour faire entrer l'acupuncture dans les mœurs scientifiques, il fallait démontrer son efficacité sur le modèle pharmacologique. Ça veut dire que sur le même modèle sur lequel on essaie les médicaments. Et c'est devenu le sujet de mes recherches scientifiques. Donc, j'ai pu démontrer l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement des maladies différentes sur le modèle animalier et dans les essais cliniques. Et lors d'un congrès d'acupuncture, qui était un des premiers congrès mondiaux qui s'est produit en Russie, à Saint-Pétersbourg, j'étais invitée pour continuer les recherches à l'université de Nîmes-Montpellier. C'est comme ça qu'on est arrivé à Nîmes. En fait, aujourd'hui, où en est l'acupuncture ? Est-ce que ces recherches, justement, continuent ? Et puis, dites-nous si c'est adapté pour tous. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Et pour plutôt quel type de problématique ou de pathologie est-ce plutôt adapté, on va dire ? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors, la première, c'est sur les recherches en cours. Est-ce qu'il y a d'autres recherches ? Est-ce que vous poursuivez ces travaux ? Bien sûr que je poursuis ces travaux jusqu'à maintenant à Paris et aussi à l'université d'Harvard où j'enseigne. Mais aussi, si vous regardez les revues scientifiques les plus sérieuses, nous avons déjà plus de 50 000 publications sur l'efficacité des travaux, sur l'efficacité de l'action d'acupuncture, aussi bien dans les recherches, dans les expériences animalières que dans les tests cliniques. Ce sont des revues internationales scientifiques les plus renommées comme Pain, Lancet, qui publient les travaux avec les résultats d'acupuncture. Donc, on ne peut plus dire que je crois ou je ne crois pas à l'acupuncture. Désormais, on doit admettre formellement l'efficacité de la stimulation des points qui sont inscrits dans notre corps. Alors évidemment, on va en parler longuement et puis vous allez nous donner des points stratégiques évidemment. Alors est-ce que c'est adapté à tous ? Pour quel type de pathologie plutôt ? Est-ce qu'il y a des contre-indications comme ça, juste pour commencer rapidement ? Donc il n'y a pas de contre-indication à l'acupuncture. Il n'y a pas d'effet secondaire possible, que l'effet bénéfique qui va se produire ou au pire pas. C'est exactement si vous avez une serrure dans la porte. Si vous mettez les clés à côté de serrure, vous n'allez pas ouvrir la porte, mais vous n'allez pas les casser non plus. Donc, imaginez les points d'acupuncture comme les serrures dans une porte. Et le fait d'appuyer ou de stimuler avec une fine aiguille ces points, c'est comme une clé qui ouvre une porte. La porte d'entrée vers le trésor de notre corps, le trésor des ressources non exploitées de notre organisme. En fait, nous n'utilisons pas dans la vie quotidienne tout notre potentiel. On n'utilise que 10% de nos neurones, que à peu près 20% de nos vaisseaux sanguins, même une toute petite partie de notre ADN. Il y a le plus grand arsenal de notre potentiel, il est mis de côté, dans les réserves. Et le système de points d'acupuncture, il permet justement de remettre en marche ces réserves, donc doubler notre potentiel. C'est tellement dommage de ne pas l'utiliser. Donc non, il n'y a pas d'effet secondaire de l'acupuncture ou de la stimulation de ces pointes. Et on peut le faire pour tout, sauf que parfois l'action
de stimulation des points d'acupuncture, ce sera suffisant pour soulager une petite maux quotidienne, faire baisser le stress, pouvoir bien dormir, ou soulager le mal de tête passagère, ou le mal au ventre, ou le mal du dos, ou le douleur cervicale. Mais en cas de maladie chronique, ce sera un très bon complément pour les traitements de base, qui sera le traitement médicamenteux, qui va permettre, comme par exemple lors des chimiothérapies, neutraliser les effets secondaires de la chimiothérapie et bien vivre le traitement sans aucun effet néfaste. Donc vous voyez, le rôle d'acupuncture peut être soit comme un complément pour un traitement déjà existant, soit souverain en cas de petits maux. Et surtout, ce qui me tient énormément à cœur, c'est les capacités préventives de la stimulation des pointes. Nous avons commencé notre interview avec une image. Quand vous m'avez posé une brève question, qu'est-ce que c'est l'acupuncture pour vous? Et j'ai dit que c'est la façon de bien vivre. Parce que c'est comme on accorde le piano avant chaque concert. Désormais, on peut mobiliser le potentiel de l'organisme grâce au système d'acupuncture pour vivre bien tous les jours. Si un jour on se réveille et on a mal à la tête, mais il suffit une pointe pour enlever le mal de tête. Aussi, pendant les grossesses, les périodes les plus magiques de l'existence d'une femme, on a les nausées, les vomissements qui nous pourrissent la vie, mais il suffit une pointe pour stimuler, pour arrêter les nausées et les vomissements. Donc c'est quelque chose que chacun peut faire de manière régulière. Vous vous réveillez le matin, votre enfant, il doit aller à l'école et il a un rhume. On stimule quelques pointes, les rhumes partent. Donc, c'est quelque chose que chacun peut utiliser pour soi-même. Non pas à titre de remplacer le médecin, bien sûr, et non pas en utilisant les aiguilles d'acupuncture qui nécessitent un entraînement des pratiques, mais juste en appuyant sur le bon bouton, exactement comme on allume les lumières. On rentre dans la pièce, on sait où il y a un interrupteur, on appuie le bon bouton et les lumières arrivent dans la pièce. Et si on ne connaît pas où il se trouve, on se trouve sans lumière, même si les réseaux électriques existent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pas les points qu'on fait soi-même, et ça, vous allez nous expliquer quelques points évidemment, mais au niveau des aiguilles, est-ce que pour vous, ça doit être réservé aux praticiens médecins aujourd'hui en France? Est-ce que ça l'est? De toute façon, c'est une législation que l'utilisation des aiguilles donc pour pénétrer à travers les couches cutanées est réservée au corps médical. Mais encore une fois, si vous avez, je vais revenir à notre image, à notre métaphore. Vous rentrez dans une pièce, vous avez besoin d'allumer les lumières. Vous savez où se trouve le bouton d'interrupteur. Vous pouvez appuyer avec votre pouce, avec votre index, même avec votre nez si vos mains sont prises. Le plus important, c'est de stimuler le bon bouton. Donc, c'est sûr qu'il y a les nécessités différentes dans l'acupuncture médicale, que j'enseigne justement à l'Université Paris 11, à la fac de médecine et à Harvard aussi. C'est un enseignement adressé aux médecins, où nous avons beaucoup d'anesthésistes qui vont employer l'acupuncture avant, pendant et après l'opération. Nous avons beaucoup de médecins, les obstétriciennes et les sages-femmes qui vont utiliser l'acupuncture pendant l'accouchement ou pendant les césariennes. Nous avons beaucoup de médecins neurologues et de toutes les spécialités qui vont employer l'acupuncture dans leur arsenal thérapeutique de tous les jours, l'arsenal des médecins. Mais par contre, on peut stimuler ces bons boutons de manière non invasive. Ça veut dire sans pénétrer les couches cutanées, juste en massant les pointes ou en appliquant quelques gouttes d'huile essentielle ou avec les petits rayons de laser infrarouge qui pénètrent les couches cutanées jusqu'à 3-4 cm. D'ailleurs, pour soigner les enfants, moi, personnellement, je n'utilise jamais les aiguilles. J'utiliserai justement les petits rayons de lumière avec la même efficacité. Et ça a la même efficacité que les points qu'on peut se faire soi-même, justement, les aiguilles ou les lasers, ou pas tout à fait? Si, je crois que l'efficacité, elle sera la même hormis les situations médicales graves où il faut l'action beaucoup plus forte qui va donner l'acupuncture avec les aiguilles. Donc, d'accord. Parce que vous, dans votre cabinet, vous mettez des aiguilles. J'imagine que vous faites... Est-ce que vous stimulez les points à la main ou pas forcément? Non, j'utilise les aiguilles, j'utilise les huiles essentielles et j'utilise beaucoup le laser, surtout pour les enfants. D'accord. Alors, dans les textes anciens de la médecine chinoise classique,
Quelle corrélation ils avaient trouvé entre le système bioénergétique du corps et ses réponses physiologiques? Parce que ça, c'est vraiment les découvertes aussi qu'ils ont faites à ce niveau-là. Je ne crois pas que les Chinois anciens parlaient des systèmes bioénergétiques. Vous savez, à l'époque, les connaissances médicales étaient différentes des nôtres. C'est nous qui parlons maintenant avec notre langage moderne du système bioénergétique et les réactions physiologiques. Je crois que c'est plutôt les atouts de la science du XXe, XXIe siècle qui démontre vraiment que l'action sur le système bioénergétique, sur les points d'acupuncture, produit vraiment les effets physiologiques qu'on peut enregistrer et observer, non pas uniquement de manière subjective, que le patient va mieux, qu'il n'est plus mal et qu'il est très heureux à vivre, tandis qu'un autre groupe de patients qui n'a pas pu bénéficier d'acupuncture avec exactement la même situation clinique et il n'est pas les mêmes résultats. Donc, je pense que c'est vraiment l'atout de notre époque. Dans les temps anciens, toutes les médecines étaient basées sur l'observation. Donc, il y avait les observations très, très précises, admirables, qui étaient décrites et qui sont heureusement arrivées à notre temps, mais c'est maintenant avec nos connaissances modernes qu'on peut les prouver et les comprendre. C'est pour ça, en fait, je pense que c'est vraiment un miracle d'acupuncture. D'une part, je pense que c'est la seule et unique science qui a survécu l'épreuve du temps de plusieurs siècles, et qui est arrivé à notre époque et qui a retrouvé sa place légitime dans la science moderne et qui a permis justement de faire les découvertes scientifiques, notamment l'action des systèmes de points d'acupuncture sur nos propres opioïdes internes, les endorphines. Donc, l'acupuncture, quelque part, elle fait pousser les sciences, ouvre notre paradigme de connaissances modernes, et d'autre part, la science moderne et les techniques modernes, qui sont très, très avancées par rapport à l'époque, elles permettent de découvrir et comprendre les mécanismes d'action d'acupuncture. Alors, en médecine chinoise, les maladies sont vues comme un syndrome du vent. Qu'est-ce que c'est? Je crois que si on parle pourquoi l'acupuncture n'était pas admise tellement longtemps à l'hôpital, par exemple, c'est parce que le langage n'était pas adapté. Mais on ne peut pas comparer le langage ancestral avec un langage moderne. Il fallait traduire ces notions. Je crois que si je peux faire quelque chose de bien dans ma vie, c'est de trouver les traductions. Les traductions non pas d'un terme chinois en termes français ou anglais, mais surtout il expliquait qu'est-ce qu'il voulait dire. Il parlait déjà des syndromes. Donc, encore une fois, cette médecine était basée sur l'observation. Ça veut dire que sur l'ensemble des symptômes qui composaient un syndrome, et non pas une étiquette, une maladie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un mal de tête. On peut avoir un mal de tête chronique. Tout le temps, tous les jours, on a mal à la tête le matin. Ça peut venir, par exemple, de l'arthrose cervicale. Ça peut venir aussi d'un glaucome, d'augmentation de tension dans les yeux. Ça peut prévenir aussi de l'hypertension artérielle. Mais ça peut prévenir aussi d'un déséquilibre hormonal. Par exemple, une femme qui expérimente les maux de tête chaque fois qu'elle a les règles. Mais ça peut provenir aussi d'un problème hépatique du foie. Par exemple, quand il y a la prise de champagne qui provoque le mal de tête. Dans la médecine occidentale, dans la médecine moderne, on va dire, de toute façon, c'est une étiquette, les migraines. Une étiquette, un diagnostic. Donc, partout où le patient va aller, elle va s'appeler la patiente migraineuse. Or, ce sont des gens différents, avec les causes et l'évolution des symptômes complètement différents. Vous attaquez vraiment aux causes. Mais comment est-ce que vous savez d'où ça vient, par exemple ? Mais c'est pour ça qu'il existe les diagnostics d'acupuncture, et notamment les diagnostics auriculaires que j'enseigne dans le monde entier, puisque dans le cerveau, nous avons une petite carte avec les représentations de tous les organes du corps. Et bien sûr que le cerveau est au courant à chaque instant tout ce qui se passe dans chaque partie du corps. Quand vous faites une IRM ou un scanner ou une radio, nous avons les diagnostics anatomiques. Nous pouvons voir les fractures, nous pouvons voir une kyste, nous pouvons voir une tumeur, un calcul.
Mais le calcul dans la vésicule biliaire d'un centimètre, ils mettent 7 ans à peu près pour se former. Donc 7 ans de dysfonctionnement de la bile. La bile qui était trop acide, et donc le sel biliaire qui petit à petit s'est condensé, formait les cristaux, et ensuite un calcul qu'on a décelé 7 ans plus tard. Mais le cerveau, il était au courant de ce dysfonctionnement dès le départ. Et il montrait cette information dans le corps. Par exemple, dans l'oreille, dans le pavillon de l'oreille, tout de suite, dès le début du processus, dès que le cerveau est au courant que le problème se produit au niveau du fonctionnement de la vésicule biliaire, il y aura une pointe dans les zones qui correspondent à la vésicule biliaire. Donc, si on regarde le matin, voilà, il y a une pointe de la vésicule biliaire, donc peut-être ce jour, il vaut mieux de manger plus léger, de ne pas prendre l'alcool, et comme ça, le corps va tout compenser. Donc, oui, c'est ça. Donc, vous regardez en fait dans l'oreille, vous savez lire l'oreille. Alors, on dit l'oreille, ça pourrait être les mains et les pieds aussi, éventuellement ? Oui, mais pourquoi j'aime bien l'oreille ? Puisque, en fait, il y a le chemin anatomique. C'est vraiment le nerf anatomie appliqué. Donc, comment ça se passe ? Imaginons que donc, vous avez fait une soirée un peu arrosée hier soir. Et puis aujourd'hui, le foie est fatigué. Donc le foie envoie le message dans le cerveau, dans les zones du cerveau qui représentent le foie. Et qui dit, cher cerveau, je suis un peu fatigué. Hier, tu as un peu exagéré avec l'alcool. Donc, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Dans le cerveau, dans les zones qui correspondent au foie, il y a comme une lampe rouge qui apparaît, qui s'allume. C'est le foyer dominant. Du point de vue physiologique, ça signifie que les neurones dans cette zone du cerveau deviennent hypersensibles. Cette hypersensibilité des neurones localement, précisément dans les zones du cerveau qui correspondent au foie, va envoyer le message dans l'oreille. À travers le message nerveux, donc par le mécanisme réflexe, il y a une pointe qui va immédiatement apparaître dans l'oreille, dans les zones qui correspondent au foie. La raison est suivante. D'une part, il faut que les autres organes compensent le manque du foie. Donc, comme un chef d'orchestre, le cerveau va donner l'ordre aux autres organes, comme le pancréas ou les reins, de prendre en charge les fonctions du foie manquantes, puisqu'elle n'arrive pas à remplir sa fonction. Et d'autre part, il va envoyer plus du sang vers le foie pour le mettre dans une situation très favorable pour qu'il puisse récupérer très vite. Dans ce contexte, l'oreille, il va nous dire directement, il y a une pointe qui va apparaître, qui va être hypersensible à la pression, il aura les baisses de résistance électrique et surtout, vous verrez une tache rouge qui apparaît exactement dans les zones du foie. Donc, on peut prendre les photos de l'oreille et se changer et de voir de manière tout à fait objective qu'il y a quelque chose qui se produit avec le foie et prendre donc les mesures nécessaires. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, du coup, selon ce principe, comme on peut facilement se masser les mains ou les pieds quand on sent des zones de tension, moi je sais que je fais ça assez spontanément, est-ce qu'on pourrait imaginer que se masser finalement les oreilles régulièrement, c'est peut-être idiot ce que je dis, mais ce soit quand même bon parce que ça permet de régler des problèmes qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'est pas acupuncteur, mais ça aide finalement à drainer, à détoxifier ou à avoir une action quelconque, ou pas forcément. D'une part, vous avez raison, on peut masser toutes les oreilles et détrompez-vous, c'est pas idiot du tout, puisque dans toutes les techniques ancestrales, dans la Ayurveda, dans les massages japonais, on masse toujours les oreilles. Mais d'autre part, c'est quand même beaucoup plus intéressant de la prendre la carte et de regarder, voilà, je prends les photos le matin, je regarde, mon fils, il a une petite tache rouge sur le point de l'estomac. Alors, je regarde sur la carte, c'est le point de l'estomac. Donc, peut-être je vais appuyer exactement sur ce point. Donc, peut-être on peut avoir une action beaucoup plus importante. Oui, c'est plus précis, bien sûr. J'adore ça, j'appelle ça le diagnostic auriculaire causal, DAC. Et justement, je donne le cours et on n'est pas obligé d'être médecin pour l'apprendre, même en ligne, parce que ça peut faire partie de notre check-up quotidien, de prendre soin de soi-même et des gens qu'on aime. Alors, pour bien savoir comment les stimuler quand on le fait soi-même, les points, on va parler de certains points clés. Comment est-ce qu'on les stimule? Combien de temps? Quelle pression il faut mettre, etc. Là, vous parlez de points auriculaires ou de points corporels? Corporels, pardon. De points corporels. Pour ça, en fait, c'est très facile. Déjà, il faut repérer les pointes sur le corps. Ce qui est génial, c'est que le corps prévoit un abri anatomique de points d'acupuncture. Donc, si vous regardez la localisation de ces pointes, il faut juste glisser les doigts et trouver un petit trou. D'ailleurs, en chinois, le point d'acupuncture s'appelle Xue. Et Xue en chinois signifie tout simplement le trou.
comme un trou dans la serrure, dans le port d'entrée. Donc, on peut toujours palper une petite trou, une petite dépression anatomique entre les muscles. C'est là que se trouve le point. Jamais sur le dos d'un muscle ou sur l'os, mais dans une petite dépression prévue pour le point. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. D'autre part, le doigt, il est beaucoup plus grand que le point. Donc, de toute façon, vous allez couvrir les surfaces où se trouve le point, parce que votre doigt, il est plus grand. Une fois qu'on a trouvé le point, on appuie progressivement, assez profondément, jusqu'à la sensation assez particulière, les sensations d'une lourdeur. Ce n'est pas une vraie douleur, c'est une sensation assez particulière d'une lourdeur dans les pointes. Et on commence à masser cette pointe avec les mouvements rotatoires dans le sens d'aiguille de montre, jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur. La pointe, quand elle s'active, elle produit la chaleur. Donc, on ressent cette sensation de chaleur dans les pointes, c'est le moment d'arrêter le massage. D'habitude, ça suffit 30-40 secondes pour ressentir ce moment, mais qui sera quand même individuel chez chaque personne. Et donc, le point en question, on peut le refaire tous les combien? Quand on a trouvé un point qui nous convient pour un usage particulier, il faut le refaire tous les combien dans une journée? Par exemple, allez hop, je cherche le point que vous avez indiqué pour notre petite vidéo, par exemple, qui est un point que vous aimez beaucoup, qui est entre le pouce et l'index. Et l'index. Ce point-là, par exemple, si on se sent un peu patraque ou un peu fébrile, etc., on peut le faire et on le fait combien de fois? On peut le faire 5, 6 fois, 8 fois par jour, tant qu'il faut. Par exemple, ce point, il débouche le nez. Dès que le nez est bouché, vous appuyez sur ce point, le nez se débouche. Et petit à petit, il faut savoir qu'il y a une action scientifique. Les stimulations de ces points stimulent les sécrétions des immunoglobulines A qui tapisse les voies respiratoires. Donc, ce n'est pas uniquement déboucher le nez, mais aussi renforcer les défenses immunitaires pour vaincre le virus qui a provoqué le rhume. Ces mêmes pointes, par exemple, il y a les travaux scientifiques qui démontrent que les stimulations de ces pointes 3 fois par jour pendant 1 minute chez les bébés nourrissons, statistiquement, significativement, diminuent les coliques des bébés. Donc, en fait, si le bébé pleure parce que la malle, elle se tord dans le ventre, il suffit juste de masser doucement ses points pour arrêter les coliques. Donc, si jamais il aura encore une autre colique, on peut le refaire. On peut le refaire tant qu'on a besoin. Sur le Covid, justement, le Covid, vous avez vu des résultats assez significatifs sur le sujet? Ah oui, plus que ça. Vous savez, déjà dans les statistiques mondiales, vous savez que la Chine était le premier pays touché par le Covid. Ils ont démontré l'efficacité de 95% de la stimulation des points d'acupuncture dans le cas de Covid grave. Et pendant les premières épidémies avec le confinement, mes chers élèves travaillaient dans le service de réanimation. Et ils ont pu vraiment démontrer l'efficacité de l'acupuncture pendant le Covid et soulager et même sauver beaucoup de patients dans les salles de réa. Et dans la vie quotidienne, je sais que les stimulations de pointe, à la fois, elles font les préventions. Par exemple, ça permet d'éviter les formes graves. Je dois dire que parmi tous mes patients, je vais presque pas de formes graves, quasiment pas de formes graves de Covid. Et d'autre part, en cas de Covid, ça permet en 24 heures tout de suite baisser la fièvre, baisser la fatigue, renforcer les défenses immunitaires et permettre une guérison très très rapide. Toujours avec ce point-là dont on parle? Pas que avec ce point. Dans ce contexte, on parle de traitement médical. Non, il y a plusieurs points. Okay. Mais si jamais, par exemple, on se sent fébrile, on pense qu'il y a peut-être un Covid qui se déclare, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite là pour se soulager à la maison? Déjà, ce point, il est bien, mais d'autre part, il y a un point qui s'appelle les barrières externes. Le grand point de défense immunitaire qui se trouve sur la face externe du poignet. D'accord. À 3 travers des doigts, au-dessus du milieu du pli de poignet. En fait, c'est simple. Regardez votre poignet, face externe. Oui. Le milieu du poignet, le milieu du pli de poignet, il y a comme un petit trou. À partir de ce moment-là, si vous n'arrivez pas à relever en extension doucement votre main, comme ça vous trouverez plus facilement le milieu du poignet. Et à partir de cet endroit, vous calculez 3 travers des doigts au-dessus. Et dans une petite dépression entre les os, vous trouverez le point qui s'appelle les barrières externes. D'accord. C'est le point 5 des méridiens triple réchauffeur. Et on masse ce point
ça permet de vraiment baisser les fièvres et activer les méridiens qu'on appelle méridiens extraordinaires, vaisseaux de la protection externe, associés avec le système immunitaire. Quand on sent, par exemple, alors droite ou gauche, peu importe, ou il faut alterner. Les deux. Il faut faire les deux, Ouais. d'accord. Quand on sent que ça peut provoquer, par exemple, une légère douleur, c'est que justement, ça agit ou pas forcément? C'est justement, ça peut être... on est dans le point. C'est pas une sensation de douleur, c'est une douleur agréable. Vous savez que parfois, quand on appuie, qui soigne. Oui, on sait que bon, on ressent un peu, mais c'est une sensation un peu différente de la douleur, comme une lourdeur ou quelque chose qu'on a envie qu'on reste sur ce point. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez aussi beaucoup de la peur qui nous affaiblit, qui affaiblit notre immunité. Comment est-ce qu'on peut composer avec la peur? Et là, cette période de crise mondiale, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de peurs qui se sont cristallisées. Vous dites aussi que la peur annule les convictions et l'initiative aussi au droit à penser différemment. Alors, c'est vrai que la peur cristallise beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous conseillez déjà peut-être en décodage global et puis ensuite pour des points peut-être plus particuliers? Vous savez, les travaux scientifiques sont anonymes. Si on prend les modèles animaliers des infections, le groupe des animaux qui est soumis au stress, il y a une létalité 2 fois plus grande que l'autre groupe des animaux. Donc, on sait déjà que les émotions baissent l'immunité. D'ailleurs, c'est incroyable de voir l'anatomie, la structure de l'organisme humain. Dans le cerveau, il y a un centre qui s'appelle hypothalamus. C'est comme un grand carrefour qui contient le centre de la régulation des émotions, du système cardiovasculaire, des systèmes immunitaires, nerfs végétatifs et hormonaux à la fois. Donc on voit que les émotions, et notamment les émotions négatives, vont influencer et le système hormonal, et le système cardiovasculaire, et le système nerf végétatif, et surtout le système immunitaire. Donc la peur, c'est vraiment un circuit vicieux qui se produit. On a peur de contracter la maladie, et quand on contracte la maladie sur le terrain de peur, elle sera beaucoup plus grave, avec les pronostics beaucoup plus difficiles. Ce qui va réengendrer la peur et encore davantage baisser les défenses immunitaires. Oui, c'est ça, c'est un cercle vicieux, quoi. Ouais, donc c'est vraiment très, très important de rompre ce circuit vicieux. Pour calmer déjà l'état d'esprit, je vous avais déjà indiqué le point qui s'appelle le point, la porte d'esprit, le cœur 7, qui se trouve sur la face interne du poignet, du côté du petit doigt. D'accord. Je vous avais montré dans notre petite Alors ça, c'était dans la petite vidéo que sur Instagram pour les réseaux sociaux. Alors tout le monde ne l'a pas forcément vu. Alors vous allez nous la réexpliquer parce que ça, c'est très important. D'accord. Donc, vous prenez la face interne du poignet, donc du côté du paume de la main, et vous le pliez un peu en avant. Vous voyez vraiment la petite pli, le pli du poignet qui montre le début du poignet. Oui. Et sur ce pli, vous glissez jusqu'à l'extrémité du côté du petit doigt. Et derrière le tendon, vous ressentez une petite dépression. C'est là que se cache ce point qui s'appelle la porte d'esprit, point 7 du méridien du cœur. Alors attendez, il est sur la paume de la main ou sur le poignet? J'ai pas compris. Non. Il est sur le poignet, mais sur le poignet, d'accord. Mais du côté du petit doigt. De la paume de la main. D'accord. Du côté du petit doigt. D'accord, c'est ça. Sur la face interne. Oui. Et à quelle distance à peu près de la pliure? Il est directement sur le pliure. Ah, il est sur la pliure, d'accord, très bien. Si vous glissez sur la pliure, du côté du petit doigt, vous ressentez un petit tendon à l'extrémité. Oui. Elle se trouve juste derrière le tendon. D'accord. Donc ça, c'est ça pour la peur, pour justement se... Ça, c'est le point du méridien du cœur qui apaise toutes les émotions. Et puis, spécifiquement pour le cœur, pour la peur, nous avons le point qui s'appelle le point Reine 4, le point 4 du méridien du rein qui s'appelle les grandes cloches. Parce que dans les systèmes bioénergétiques de l'organisme, chaque méridien d'acupuncture, chaque méridien bioénergétique, il est relié à la fois à un organe de sens et une émotion spécifique. Donc, les méridiens des reins, par exemple, il fait les barrières contre la peur, la pleurs et le froid. Et il est fragile en hiver, surtout dans cette saison qui est en train de finir. Et donc, le point
4 du méridien de Rennes, qui s'appelle les grandes cloches. C'est une pointe spécifique qui permet de soulager la peur des maladies, la peur de la mort. Et c'est facile à trouver cette pointe. Elle se trouve sur la face interne du talon. Oui. Exactement où le tendon d'Achille s'attache au talon. Donc tout au début du talon. Derrière le malléole interne, derrière l'os de la cheville, de la face intérieure de la cheville. Si vous regardez le bord supérieur du talon, vraiment, vous pouvez palper un petit triangle. Oui, je l'ai. Alors, je me contorsionne un peu, mais je l'ai. Voilà, donc c'est exactement où le tendon d'Achille s'attache au talon. C'est là que se trouve cette pointe qui s'appelle la grande cloche. Parfait. Donc là, on peut les faire tous, les uns après les autres. Il n'y a pas de problème de les faire. Sûr. Voilà, c'est ça. Oui, et par exemple, on peut mettre aussi quelques gouttes d'huile essentielle de ylang-ylang, oui, qui va permettre justement d'apaiser cet état émotionnel. Peut-être que tout à l'heure, je suis passée vite à la peur, mais peut-être que sur le Covid, vous avez donné 2 points. Ensuite, il y a les points de peur, évidemment, qu'on peut faire si on sent que ça génère des peurs. Est-ce qu'il y avait un autre point ou 2 autres points éventuellement pour les états comme ça? Oui. Par exemple, si quelqu'un est essoufflé, c'est un des symptômes de Covid très désagréable quand on manque du souffle et on tousse sans pouvoir s'arrêter. Il y a une pointe qui s'appelle les fissures du ciel. C'est la pointe 22 du méridien vaisseau-concepteur, qui se trouve tout à la naissance du cou, de la face interne du cou. Donc vous voyez, il y a dans le sternum, où le cou s'attache au sternum, il y a comme une petite trou. Oui, sous la thyroïde, c'est ça? Sous la thyroïde, sous la proéminence laryngée. Et c'est là que se trouve cette pointe. D'ailleurs, elle peut vous aider pour arrêter le toux. Si vous avez une toux irritative, par exemple, vous savez, on va au concert ou à l'opéra, et juste au milieu de la présentation, on est pris par les cannes de toux. Et c'est très désagréable. Et alors, cette pointe, juste le massage de cette pointe permet d'arrêter le toux et retrouver le souffle. Parfait. Alors, on mettra sur nos réseaux sociaux aussi, on va demander à l'éditeur, Guy Trédaniel, évidemment, vous pouvez vous procurer le livre. Mais en attendant, quand vous écoutez ce podcast, on mettra quelques points, quelques schémas, comme ça vous pourrez y arriver encore plus directement. Merci. Merci pour votre aide. C'est vrai que quand on est en caméra, c'est plus facile, mais vous expliquez très bien, vous avez tellement l'habitude. Alors, d'autres aspects, évidemment, c'est infini, on ne va pas passer en revue toutes les pathologies. Mais il y a des points qui sont liés à notre communication au monde, la confiance en soi. Voilà, cette idée d'avoir confiance en la vie. Là, particulièrement, qu'est-ce que vous avez envie de nous recommander? Il y a une pointe magique. Elle s'appelle la mer calme. En fait, donc il y a plusieurs siècles, il n'y avait pas encore les miroirs. Donc les gens se regardaient dans l'eau pour voir le reflet. Et alors, l'image de ces pointes, c'est un petit chaton qui se regarde dans l'eau et il voit les reflets d'un lion. Un très grand point de confiance en soi. C'est le point 6 du méridien de Rennes qui se trouve juste à un travers des pouces au-dessous de la malléole interne. D'accord. Donc, c'est une petite os de la face interne de la cheville, c'est cet os qui s'appelle malléole interne. Et si vous mettez un travers de pouce au-dessous, vous trouvez une toute petite dépression. Oui. C'est là que se trouve le point la mer calme, le grand point de confiance en soi. Donc là, alors, il est peut-être moins accessible si on est en réunion effectivement de descendre, voilà, mais on peut le faire discrètement avant. Ça dure combien de temps, justement, de revenir au calme comme ça? Mais c'est immédiat. Et c'est immédiat. Par exemple, je vais vous raconter un cas de mes patients, mes chers patients. Il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, j'ai soigné un jeune étudiant syrien qui est venu à la Sorbonne pour apprendre la philosophie. Son problème était qu'il transpirait énormément. Et ça lui pourrissait la vie puisqu'il n'arrivait pas à passer les examens. Oui. Ça veut dire qu'il transpirait tellement que l'eau coulait sur les feuilles rédactionnelles où il devait écrire. On voit souvent ça aussi chez les adolescents au moment de crise un peu hormonale.
Oui, et donc vraiment, en plus, il commençait à bégayer et il avait le spasme des crevènes. Ça veut dire que le muscle du pouce s'approchait dans une spasme, dans une contracture à l'index. Il ne pouvait même pas écrire lors des examens. Or, il était brillantissime et il perdait tous ses moyens pendant les examens. Et alors, je l'ai soigné et je l'avais montré une pointe qui s'appelle la porte de la crise. La pointe qui se trouve sur le méridien du cœur. Vous vous souvenez, on a appris déjà les pointes c'est du méridien du cœur qui s'appelle la porte d'esprit qui se trouve du côté des petits doigts dans une petite dépression sur le pliure du poignet. Intérieur, oui. Ces pointes-là, les pointes, la crise interne, se trouve à un travers d'index au-dessus de ces pointes. D'accord. Donc il est juste à côté. Oui. Oui, il est juste à côté. Et alors je lui avais dit, écoute, si tu dois écrire ou si tu as un oral, discrètement, sans que personne le voie, tant que tu parles, appuie sur ces pointes et garde appuyé. Et alors, il a appris ses gestes et il a passé tous ses oraux et il a fini ses études et il est rentré en Syrie et je l'ai perdu de vue. Et puis, il y a même pas un an et quelques, je vois dans la salle d'attente un homme avec les cheveux blonds, mais son visage m'est familier. J'ai à peine pu reconnaître ce jeune garçon que j'ai vu jadis. Il est venu avec un grand bouquet de fleurs et il a dit qu'il n'est pas venu se faire soigner. Et il vient et il me dit, écoutez docteur, ce que vous m'avez appris, ça m'a sauvé la vie. Moi, j'ai pas cru, je me dis, mais bon, comment est-ce possible? Il me raconte son histoire. Donc, après les études à Paris, il est rentré à Damas où il est devenu un professeur universitaire, il enseignait la philosophie. Et lors des régimes, il s'est révolté contre le régime et comme il était très populaire, très populaire parmi les élèves, il est devenu un peu dangereux pour le régime. Donc, il a appris qu'il doit partir de toute urgence pour ne pas être mis en prison. Donc, lors d'une nuit, en urgence, il est parti avec sa famille, sa femme et 2 enfants. Il devait aller à pied à pied ou en voiture, il devait arriver jusqu'à la frontière avec Liban. Traverser les frontières pour rentrer au Liban et ensuite de Liban revenir à Paris où il y avait la famille prête à l'héberger. Donc il arrive à la frontière de Syrie avec Liban, il se trouve devant la police et juste à la frontière, il a voyagé avec le faux passeport bien sûr. Il devait montrer patte blanche. Il devait montrer ce passeport. Et là, il a commencé à transpirer. L'eau est coulée, la chemise est devenue complètement mouillée, il n'arrivait pas de prononcer 2 mots, et sa main tremblait tellement qu'il n'arrivait pas de sortir le passeport pour le montrer à la police. Donc, son stress allait le trahir. Et lui, vous savez, là-bas, on n'y discute pas, il pouvait se faire fusiller à chaque instant, et lui, sa femme et 2 enfants. Et là, dans cette moment, mais vraiment crucial de toute son existence, il s'est souvenu brutalement de ce point que je l'avais appris il y a tellement d'années auparavant. Alors, de toute sa force, il a appuyé sur ce point, le cœur 5, la porte de la crise. Et comme par la magie, il s'est calmé, la transpiration a arrêté de couler, il a repris tous ses moyens, le voix calme, il a sorti le passeport, ils sont passés au Liban et ils sont revenus à Paris. Dis donc, ça me fait frissonner votre histoire là. C'est pas banal. On peut l'utiliser, c'est beau. J'imagine qu'on peut l'utiliser en cas de crise. Évidemment, là c'est une crise, c'est gravissime ce qui pouvait lui arriver. Mais comme vous l'avez dit, on passe des examens, on a un coup de stress, dans la vie de tous les jours. Allez hop, on fait ce point. Oui, mais même là, maintenant, moi, en vous parlant, j'ai appuyé ce point pour pouvoir aussi calmer mon émotion. Vous voyez ? Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il est sur le poignet, donc il est invisible. Personne n'y voit, vous tenez les 2 mains ensemble, personne ne peut comprendre qu'est-ce que vous faites. Très pratique, celui-là. Est-ce qu'il y en a un ou 2 essentiels que vous avez envie de nous partager ? Évidemment, il y en a plein, mais... pour recharger les batteries, par exemple, on a un petit coup de mou, on est fatigué, on a du mal toujours entre l'index et le pouce, celui-là, c'est toujours le bon ? Oui, d'accord. Oui, c'est un très bon point pour trouver l'énergie, l'énergie vitale. D'ailleurs, il y a les articles scientifiques qui démontrent que c'est un point qui agit aussi sur les glandes surrénales. Ça, vous avez contribué à cette publication ? Non, mais je l'ai lu avec plaisir. Ah oui, c'est ça.
Alors, j'imagine bien. Alors, il y a aussi un autre point qui est le point de chemin de l'âme pour trouver un nouveau chemin de vie, un nouveau rôle, un potentiel inexploité en nous. Ça, c'est important, je trouve, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions. Avec cette crise mondiale, ça remet en cause nos écosystèmes, notre façon de travailler, d'être en lien avec les autres, nos métiers, etc. Beaucoup de gens se remettent en question, ont envie de changer de vie. Et alors là, ça peut être des points à faire. Oui, et pourtant, on se dit, mais comment est-ce possible qu'il y a une pointe, c'est la pointe 4 du méridien du cœur, toujours du cœur, qui s'appelle le chemin de l'âme. C'est C4, ça, c'est ça, hein, c'est celui que vous appelez C4. Oui. C4. En fait, pour le trouver, c'est vraiment très facile. Vous mettez 2 travers de doigts au-dessus de notre pointe cœur 7, au bout des plis des poignets. Donc, elle se trouve sur la même ligne que la pointe, le port d'esprit, cœur 7, comme la pointe cœur 6, qui s'appelle la porte de la crise. Oui, de tout à l'heure. Et un tout petit peu plus haut, donc un travers de doigt plus haut, se trouve la pointe qui est le cœur 4, qui s'appelle le chemin de l'âme. Alors, attendez, à l'intérieur ou à l'extérieur? J'ai pas entendu. Toujours à l'intérieur. On est toujours sur l'intérieur. Sur la même ligne. C'est toujours sur la même ligne du méridien du cœur. On remonte, quoi, en fait, là. On remonte. D'accord. Donc, c'est une pointe qui était traditionnellement indiquée aux jeunes hommes ou aux jeunes filles qui cherchaient leur voie. Quand on est adolescente, c'est une pointe des adolescentes qui se demandent à quoi elles sont faites. Bien sûr. Pourquoi elles sont venues au monde? Quel est notre rôle? Quel est mon talent? Alors ça, on peut leur dire de faire régulièrement ça aux ados? Oui, mais aussi à n'importe quelle période de la vie, parfois on se pose les questions. Vous savez, aux États-Unis, on dit que chaque personne change le métier au moins 2-3 fois dans la vie. Oui. Oui, c'est vrai que... Et puis même les jeunes maintenant le font beaucoup plus que certainement nos générations. Oui. Bien sûr, puisque parfois les recherches de soi, elles peuvent prendre un peu de temps et nécessitent une expérience juste humaine. Donc, les stimulations de ces pointes, notre subconscience, elle sait bien sûr quel est notre talent. Elle sait quel est notre rôle. Alors, parfois, il faut juste que ça remonte au niveau de conscience pour qu'on puisse les formuler, verbaliser. Et c'est ça ce qui permet ces pointes. D'ailleurs, c'est une grande pointe d'expression qui permet, en cas de bégaiement ou les problèmes d'exprimer, de parler, puisqu'ils permettent justement de formaliser notre élan, notre intention, et de le dire, de l'exprimer verbalement. Quand on fait tous ces points, là par exemple, comme vous êtes en train de me parler, je suis en train de les faire tous les uns après les autres, en même temps, c'est devenu un peu automatique. Il n'y a pas un risque de surcharger d'informations, en fait, mon système? Non, il n'y a aucun risque. D'accord. Enfin, de risque, entre guillemets. Surtout que chaque pointe correspond à sa zone cérébrale. D'accord. Vous savez, il y a les recherches qui sont faites avec les IRM, donc les résonances magnétiques fonctionnelles. IRM, oui. On voit carrément sur le cerveau, on stimule une pointe et il y a une pointe qui s'allume dans le cerveau. Vous voyez? Donc chaque pointe, il y a sa liaison, sa représentation dans le cerveau. Donc vous ne pouvez jamais les surcharger. Ça doit être fascinant d'ailleurs de voir ça à l'IRM. Ah oui. Alors j'avais un point aussi qui était assez intéressant, qui était le point de la mémoire. Alors on en a tous besoin, que ce soit quand on prend un peu d'âge et on se pose des questions sur est-ce que je suis en train de perdre un peu la mémoire, ou chez les jeunes, les étudiants, etc., qui veulent réviser. Alors depuis que j'ai lu votre livre, moi j'ennuie mes filles qui sont adolescentes avec ça. À chaque fois qu'elles révisent, je leur dis mais n'oublie pas. Alors elles me regardent en disant c'est farfelu, mais ça ne l'est pas en fait. Et ils sont contentes, c'est leur aide? Écoutez, je sais pas. Est-ce qu'elles ont l'impression d'apprendre mieux que si elles l'avaient pas fait? Pour l'instant, elles m'ont pas donné de retour. Mais il faut les demander. Moi, je sais qu'en arrivant en France, j'ai dû repasser tous mes examens de médecine. Oui. Et donc, c'était assez difficile, surtout qu'il fallait travailler en même temps, puisque on n'avait pas de moyens à vivre. Donc, il fallait travailler le jour et les nuits, il fallait réviser les examens. Alors, j'ai resté tout le temps les doigts collés à ces pointes qui s'appellent les réunions des étoiles. J'adore ces pointes, ces prénoms, les réunions des étoiles. C'est très beau, oui. Les pointe 23 des méridiens du Vaisseau-Gouverneur qui se trouve derrière le milieu des lignes d'insertion des cheveux du côté du front. Donc on regarde le front, on remonte du nez vers au milieu du front jusqu'aux lignes d'insertion des cheveux
Et c'est à un travers de doigt en arrière. Ah, un travers. Pouce en arrière. D'accord, moi je leur dis 2 travers. D'accord, donc c'est un travers. Ok. Non, c'est soit 2 travers de doigt, soit un travers de pouce. Ah oui, ok, parfait. Vous voyez, puisque ce sera à peu près la même distance, que ce sera en arrière. Mais de toute façon, dans cet endroit, il y a toujours une petite dépression qui est assez sensible. Dépression anatomique qui abrite les pointes. Et vous trouverez juste en glissant, il y a toujours cette petite trou dans les cuirs chevelu qui vous permettent de trouver ce point. Alors pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux, ce qui n'est pas du tout mon cas, puisque j'ai plutôt une grosse tignasse, mais pour les personnes, effectivement, j'ai dit ça à quelqu'un l'autre fois qui n'avait pas de cheveux et qui du coup ne savait pas trop où prendre le repère. C'est pas assez compliqué, puisqu'on voit toujours où le front se transforme en crâne. Oui, on sent la petite dépression. Il y a l'angle qui change. C'est ça. Il y a toujours cette pointe de dépression. Bon, mais c'est génial, on commence à avoir une bonne boîte à outils, là, dites-moi, Dr Wolf. Oui. Est-ce que... Dans le livre, il est beaucoup plus complet. Ah bah, le livre est très très complet, vraiment je le recommande. Pour moi, c'est devenu un peu une bible au quotidien. Alors mes auditeurs et mes auditrices vont dire « Oh, encore un livre merveilleux acheté », mais celui-là, vraiment, ayez-le dans votre bibliothèque. Que vous ayez des enfants, que vous soyez seul, etc. Peu importe, vous trouvez, il y en a pour tout le monde. Alors, on n'a pas parlé, peut-être on pourrait finir là-dessus, des maladies plutôt psychosomatiques. Est-ce que, alors évidemment, on a parlé du chemin de l'âme, quand même des angoisses et de la peur, mais plus spécifiquement, est-ce qu'il y a un effet sur les maladies psychosomatiques ? Vous allez me dire oui, évidemment. Je vais vous dire oui, évidemment, mais je vais vous dire que nous utilisons beaucoup trop souvent ce mot psychosomatique. Ça veut dire que la seule chose qui veut dire ce terme, que la cause de la maladie était provoquée par une émotion. Or, dans le système d'acupuncture, on admet le facteur causal émotionnel aussi bien que les facteurs extérieurs comme climatiques ou infectieux. Donc, en fait, le mot psychosomatique, il est déjà étiquette, une péjorative, puisque n'importe quel problème peut provenir d'une émotion, peut-être depuis très longtemps, qui nous ronge petit à petit. Vous voyez, et qui ne va pas être soigné avec les antidépresseurs, parce que les psychosomatiques, il indique tout de suite les thérapies avec les antidépresseurs qui ne vont pas soigner les maladies. Donc, je vais vous expliquer avec un cas. J'ai un cas de patiente qui vient me voir pour la stérilité. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Une jeune femme, une écrivaine française qui habite à Londres, et qui n'y arrive pas à tomber enceinte, tandis que tous les tests gynécologiques sont parfaitement normaux. Et je sais que l'acupuncture elle augmente 30 fois les capacités procréatives des femmes et des hommes. Donc les statistiques sont juste incroyables. Et dans les cas de grossesse naturelle et en cas de FIV, l'acupuncture, mais vous imaginez 30 fois. Donc c'est énorme. Ah, c'est énorme. Et ouais. alors... donc ça, c'est les statistiques mondiales. Donc bien sûr que j'adore soigner les femmes qui veulent tomber enceintes et je les reçois avec plaisir. Et je me dis que bon, en 2-3 mois, je ne peux pas dire exactement, chacun est différent, mais ici, tout semble tellement facile, tout est bien, le cycle est régulier, alors ça doit bien arriver. Et puis, au bout de 6 mois, elle n'est toujours pas enceinte. Au bout de 8 mois, elle vient régulièrement de Londres, 2 fois par mois. Et je n'arrive pas, et je ne sais pas quoi faire. Et donc, dans ce moment-là, je me dis, si j'ai raté quelque chose, je réexamine. Et elle persévère. Elle me dit, docteur, on va arriver, je crois en vous, je veux persévérer. Puisque moi, forcément, j'ai dit que peut-être il faut qu'on arrête. Et puis, donc, dans ce jour-là, je me dis, écoutez, je vais essayer le point qui s'appelle les barrières internes. Il ouvre les méridiens extraordinaires qui s'appellent les méridiens de défense intérieure, donc défense émotionnelle, les causes internes de maladie. Et alors, je fais ces méridiens avec les pointes, parce que dans ces méridiens, nous avons les points qu'on appelle les points de beau bébé qui promouvoient les grossesses, les points très neufs qui s'appellent Akir Haute. Donc déjà, son prénom nous indique son action bienfaisante pour les grossesses. Et alors, je fais ces points et je les laisse dormir. Je rentre et je les vois en larmes. Et il me dit que lors des séances, elle a vu une image qu'elle a reconnue elle-même
Elle avait 4 ou 5 ans. C'est le jour de son anniversaire. Elle est habillée dans une jolie robe de princesse. Et l'anniversaire elle fête comme toujours, dans une grande propriété de son grand-père dans le sud de la France. Et elle voit son grand-père l'appeler pour aller dans le grenier chercher un cadeau. Et il viole sa petite fille. Elle n'a jamais parlé, elle ne s'est jamais souvenue de cette histoire. Elle n'a jamais dit à personne, non pas parce qu'elle était pudique, mais parce qu'elle ne se souvenait pas. C'était l'amnésie traumatique. Exactement, son système nerveux la protégeait puisque c'était impossible de survivre une telle horreur. Donc, son système nerveux la protégeait. Il a complètement oublié. C'est passé dans les oubliettes. Donc, elle a bien vécu, elle était adolescente. Elle a mis quand même longtemps d'avoir son premier amoureux. Et elle ne ressentait pas le plaisir. Mais elle se disait que c'est pas grave, c'est normal. Et puis, elle s'est mariée, elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Et donc là, le fait de se souvenir, c'est comme un nettoyage qui s'est produit, une catharsis, une libération. Oui, et puis elle était capable de le vivre. 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Combien ? 2 mois plus tard. Ouais, elle est tombée enceinte et là, elle a déjà 3 enfants. Et elle est très heureuse. Vous voyez ? Donc, quand on parle de psychosomatique, on parle toujours de quelqu'un d'hystérique. Vous voyez, on imagine quelqu'un déprimé. Mais non, pas du tout. Les émotions peuvent être les causes profondes des maladies qui nous rongent le système immunitaire pendant des années et des années, jusqu'au jour quand l'organisme décompense et les maladies surgissent en surface. Docteur Nadia Wolf, merci infiniment pour cet entretien passionnant. Je rappelle que vous avez publié chez Guittre et Daniel, Guide de survie en temps incertain, pour stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie, et évidemment, on l'a bien compris aussi en prévention. Si quelqu'un veut un rendez-vous chez un bon acupuncteur, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander ? Parce que je crois que vous ne prenez plus de nouveaux patients. Non, mais je pense qu'on a beaucoup d'élèves. On a plus de 1000 élèves en France, plus de 2000 élèves à l'étranger. Donc, on peut toujours trouver un médecin acupuncteur. Mais d'autre part, on fait les formations pour les gens qui veulent juste apprendre quel point appuyer, comment utiliser les points dans la vie quotidienne pour soi-même et pour les gens qui on aime et pour ses enfants et ses proches. Et ça, vous pouvez trouver les formations sur le site acuseminars.com. Acu comme acupuncture, séminaire en anglais, séminaire en pluriel, acuseminars.com. Les cours sont en français et il existe également les cours en anglais qui sont à chaque personne. Il y a même l'académie où on peut apprendre les diagnostics auriculaires causales et les pointes, les symphonies des méridiens. Donc tout ça, c'est sur acuseminars.com. On fait beaucoup de conférences aussi, les conférences en ligne. Et les conférences à Paris sera le 11 avril au théâtre d'Atelier. Donc on fait tout pour vraiment répandre les connaissances qui doivent faire partie de la vie quotidienne de chaque personne. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.